il y a 20 ans, la famille Gray disparaissait sans laisser de traces. Pas de débris. Pas de corps. Un seul survivant, Jonah, 7 ans, retrouvé inconscient sur une autoroute déserte, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Jonah reçoit un mystérieux indice qui le pousse à chercher sans relâche des réponses, une quête qui bouleversera tout ce qu'il croyait savoir. Jonah découvrira-t-il enfin la vérité, ou disparaîtra-t-il comme eux auparavant? Jonah Gray se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Sa respiration était courte et saccadée, tandis que son esprit s'accrochait aux vestiges d'un rêve qui commençait déjà à s'envoler. C'étaient toujours les mêmes images floues, l'éclair des phares, le crissement des pneus, un cri qui fendit l'air comme une lame, puis plus rien. Le poids familier de la terreur s'installa dans sa poitrine tandis qu'il se passait la main sur le visage, repoussant la sueur froide qui lui collait à la peau. La pièce était encore sombre, mais la faible lueur rouge de son réveil lui indiquait qu'il était un peu plus de 4 heures du matin. Il se redressa, se massant les tempes, essayant d'apaiser la tension qui l'avait accompagné pendant 2 décennies. Aujourd'hui, cela faisait 20 ans que sa famille avait disparu sans laisser de traces. Ses parents, Samuel et Amanda, et ses 2 sœurs, Lorraine et Tiffany, avaient disparu. Jonah balança ses jambes par-dessus le bord du lit, pressant ses pieds nus contre le parquet. Son appartement était silencieux, ce silence qui l'écrasait, l'étouffait. Il attrapa la télécommande sur sa table de nuit et alluma la télévision en n'importe quoi pour briser le silence. La nouvelle s'est répandue et en quelques secondes, Jonas l'a regretté. Aujourd'hui marque le 20e anniversaire de la disparition de la famille Gray. Samuel et Amanda Gray, ainsi que leurs enfants Lorraine, 12 ans, et Tiffany, 9 ans, ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils partaient en road trip à Yosemite. Leur voiture n'a jamais été retrouvée. Seul Jonah a été retrouvé, inconscient près d'une autoroute, à des kilomètres de l'endroit où ils avaient été vus pour la dernière fois. Jonah attrapa la télécommande et éteignit l'appareil. Il connaissait déjà l'histoire, il l'avait vécue. Il se laissa aller en arrière, les yeux fixés au plafond. Il avait passé des années à essayer de reconstituer ce qui s'était passé, mais la vérité restait inaccessible. Il se souvenait du début de ce road trip estival, son père toujours méticuleusement organisé. Ils avaient chargé la voiture, vérifié les cartes et pris la route tôt le matin. Ce devait être une simple escapade, une pause dans leur routine, l'occasion de profiter du grand air. Et puis ils étaient partis. L'enquête policière avait été approfondie. Des équipes de recherche avaient ratissé la forêt près de Yosemite. Des hélicoptères surveillaient la zone depuis le ciel. Des plongeurs exploraient les rivières et les lacs. Rien. Pas de véhicule. Aucune trace d'accident. Pas de corps. Et Jonah, où il avait été retrouvé seul, un camionneur l'ayant repéré, pieds nus et couverts de bleu, près d'un tronçon d'autoroute désolé. Les grands-parents de Jonah avaient fait de leur mieux pour le protéger de l'emballement médiatique qui avait suivi. Les théories allaient bon train, un carjacking qui avait mal tourné, une disparition planifiée, quelque chose de plus sinistre. Mais sans preuve, l'affaire était classée sans suite, classée parmi les personnes disparues, présumées mortes. Jonah n'avait plus que des questions. Un léger coup à sa porte d'entrée le tira de ses pensées. Il fronça les sourcils, il ne s'attendait à rien. Il se leva du canapé, étira ses muscles raides et ouvrit la porte. Le couloir de son immeuble était vide, mais à ses pieds se trouvait un petit paquet banalisé. Son estomac se serra lorsqu'il le prit. Il n'y avait ni adresse de retour, ni nom d'expéditeur, juste sa propre adresse soigneusement tapée sur l'étiquette. Il le transporta à l'intérieur et le posa sur le plan de travail de la cuisine. Ses doigts hésitaient un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, enveloppé dans du papier froissé, se trouvait un rouleau de pellicule 35 mm non développé. Jonah retint son souffle. Il paraissait vieux, usé par le temps, mais il était indéniable, la date inscrite sur la boîte datait de cet été-là. Son père avait toujours emporté avec lui un vieil appareil photo argentique, documentant leur voyage avec une minutie obsessionnelle, mais toutes ces photos et l'appareil lui-même avaient disparu avec eux. Alors, comment ce film est-il arrivé ici?
Et qui l'a envoyé? Jonah remit le rouleau dans son emballage, le pouls battant à ses oreilles. C'était un indice, une piste qu'il n'avait pas eue depuis 20 ans. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller. Il a attrapé sa veste et ses clés et est sorti directement. Il roulait dans les rues embrumées de San Francisco, serrant si fort le volant que ses jointures en blanchissaient. Pendant des années, il s'était convaincu qu'il n'y avait plus de réponse à apporter ou que l'affaire était impossible à résoudre, que sa famille avait tout simplement disparu. Mais cette pellicule a tout changé. Il se gara devant le magasin de photographie, un petit local faiblement éclairé niché entre des bâtiments plus récents. À l'intérieur, une odeur de révélateur et de vieux papier flottait dans l'air. Le commerçant le reconnut, Jonah était déjà venu ici pour demander comment restaurer de vieilles photos et comment développer des pellicules perdues. Jonah hésita avant de faire glisser le rouleau sur le comptoir. « Tu peux développer ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. Le vieil homme hocha la tête. « Ça pourrait prendre quelques heures. Je n'en ai pas vu depuis longtemps. » Jonas déglutit difficilement. « J'attendrai. » Il sortit, les nerfs à vif, l'esprit en proie à des questions. Si ce film contenait des images de leur dernier voyage, il pourrait s'agir du premier indice tangible depuis 20 ans. Mais qui l'avait envoyé, et pourquoi maintenant? En attendant, Jonah jeta un nouveau coup d'œil autour de lui. Un sentiment de malaise l'envahit à nouveau. Il ne le savait pas encore, mais ce colis n'était que le début. Quelqu'un d'autre l'observait ou quelqu'un qui ne voulait pas qu'il fouille dans le passé. Quand Jonah sortit du laboratoire, l'air frais du matin ne parvint guère à le calmer. Il enfouit ses mains dans ses poches, essayant de calmer sa respiration. Quelque chose lui disait que ce n'était pas une simple coïncidence, quelque chose en lui murmurait qu'il était sur le point de découvrir une vérité qu'il n'était pas censé découvrir. Et une fois qu'il l'aurait découverte, il ne pourrait plus revenir en arrière. De retour à l'atelier photo, un anachronisme à l'ère numérique, une légère odeur de produits chimiques se mêlait à la poussière et au vieux papier. Jonah était assis sur un banc en cuir usé, les doigts tambourinant sur son genou en attendant. 30 minutes lui semblaient des heures. Chaque minute qui passait apportait un nouveau doute, et si les photos étaient abîmées? Et si elles ne montraient rien d'important? Et si ce n'était qu'une farce élaborée? Enfin, le commerçant, un homme d'un certain âge portant d'épaisses lunettes, émergea du fond, une enveloppe à la main et l'air solennel. « Tiens, dit-il en la posant sur le comptoir. Certaines sont ressorties plus claires que prévu. » Jonah hocha la tête, à peine capable de remercier, et se retira sur le côté du magasin. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il sortait les photos. Les premiers clichés étaient des instantanés banals de la route, leur voiture garée devant une aire de repos, ses sœurs faisant des grimaces sur la banquette arrière, des souvenirs ordinaires figés dans le temps. Puis, en feuilletant la pile, son estomac se noua. Une photo les montrait à une station-service, son père debout près de la pompe, Amanda à l'intérieur de l'épicerie et en arrière-plan, un homme partiellement hors champ, trop immobile, trop concentré sur leur voiture. Une autre image les montrait dans un restaurant de bord de route, un petit endroit au néon délavé, destiné aux routiers et aux voyageurs égarés. Sa mère était assise à la table, fixant l'objectif, mais ce n'était pas un regard désinvolte. Ses yeux étaient écarquillés, inquiets. Sur le plan suivant, elle s'était légèrement tournée, regardant par-dessus son épaule quelque chose ou quelqu'un hors du cadre. Jonah sentit son pouce accélérer. Avait-il été suivi? Avait-elle remarqué quelque chose que son père n'avait pas remarqué? La dernière photo lui coupa le souffle. Elle était floue et probablement prise à la hâte, mais elle montrait un homme assis dans une voiture garée, les regardant. Son visage était flou, mais le pressentiment de Jonah lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir, ce n'était pas une coïncidence. Jonah prit l'enveloppe et partit sans un mot. Il rentra directement chez lui, prêtant à peine attention au virage et à la circulation. À son arrivée, il jeta les photos sur son bureau, les étalant à côté des piles de vieux dossiers et de rapports qu'il avait accumulés au fil des ans. La police avait fait son travail, mais pas suffisamment bien. Il connaissait le rapport sur le bout des doigts ou la conclusion officielle,
la famille avait probablement disparu suite à un accident ou à un vol de voiture, une théorie fondée sur des spéculations. Mais sans preuve, ce n'était que pure conjecture. Jonah sortit les vieux rapports de police, feuilletant des pages remplies de langage stérile et de conclusions peu concluantes. L'enquêteur chargé de l'affaire était l'enquêteur chevronné Owen Mason, aujourd'hui à la retraite, mais à l'époque l'un des meilleurs. Même lui n'avait rien trouvé. Jonah parcourut le dernier paragraphe de la dernière page, et ressentit un frisson familier. Il savait, au fond de lui, que ce nouvel indice déclencherait la plus grande quête de sa vie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le garçon a été retrouvé seul, indemne, à l'exception de quelques contusions. Désorienté, il était resté sans réaction pendant des heures. Il a affirmé ne se souvenir de rien, impossible, amnésie due au traumatisme. Il serrait les mâchoires. Il ne se souvenait toujours pas complètement. Il passa au rapport suivant, auquel il n'avait pas prêté beaucoup d'attention auparavant. Il détaillait les transactions financières de ses parents ayant mené à leur disparition. Un élément ressortait cette fois, la carte de crédit de son père avait été utilisée une fois après leur disparition. Jonas fronça les sourcils en relisant la phrase. Transaction, achat dans une station-service. Montant, 32,76 $. Emplacement, 200 miles du dernier arrêt connu. Le pouls de Jonas s'accéléra. On avait négligé ce détail, il ne correspondait pas à la théorie du carjacking, et on l'avait donc écarté comme une utilisation frauduleuse. Et si ce n'était pas le cas? Il prit son ordinateur portable et ouvrit une carte, traçant l'itinéraire. Le dernier endroit connu de sa famille était le long de la route 120, en direction de l'est, en direction de Hughes. La station-service où la carte avait été utilisée se trouvait loin de cet itinéraire. Son père y était-il allé de son plein gré? Y avait-il été contraint? Il était temps de le savoir. Jonah regarda la carte, puis les photos, puis de nouveau les rapports de police. Sa mère avait eu peur de quelque chose. La carte de son père avait été utilisée après leur disparition et maintenant, pour la première fois depuis 20 ans, il avait une base solide. Ses poings se refermèrent. La police avait cessé son enquête depuis des années, l'affaire était classée, personne ne s'en occupait plus. Mais lui, il le faisait. Il le devait. Jonah prit son sac à dos et commença à le remplir de l'essentiel, son ordinateur portable, un carnet, des vêtements de rechange. Il ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau et en sortit les vieux dossiers, la pile de photos et les négatifs. Puis son regard se posa sur un objet familier au bord de son bureau, le vieux canif de son père. Il le ramassa et passa son pouce sur le manche usé. Il était temps de partir. De revenir sur leurs pas. S'il existait des réponses, il les trouverait, mais cette fois, il ne s'arrêterait pas avant de connaître la vérité. La famille Gray a-t-elle vraiment disparu sans laisser de traces, ou la police a-t-elle volontairement omis quelque chose? Partagez vos théories dans les commentaires. Jonah découvrira-t-il enfin la vérité? Cliquez sur « J'aime » et continuez à regarder pour le découvrir. Jonah Gray avait passé des années à scruter des cartes, des rapports de police et de vieilles coupures de journaux. Maintenant, pour la première fois, il roulait sur la route que sa famille avait empruntée 20 ans plus tôt. La voiture roulait sans discontinuer sur la route 120, la même route que ses parents avaient empruntée en direction de Hughes cet été-là. Il gardait le pied léger sur l'accélérateur, essayant d'assimiler chaque point de repère, chaque panneau, les collines, les étendues d'arbres bordant la route. Tout semblait identique à celui des vieilles photos. Il tapota la pile d'images posées sur le siège passager. Il les avait parcourues une douzaine de fois, mais maintenant, à chaque kilomètre qui passait, elles ressemblaient davantage à des coordonnées le menant vers un lieu enfoui dans le passé. Son premier arrêt, la station-service où son père avait fait le plein, la dernière observation confirmée de sa famille avant leur disparition. Et cette fois, il avait quelque chose qu'il n'avait pas eu auparavant, un indice qui lui avait échappé pendant 20 ans. L'étape suivante sur la route familiale était le restaurant routier, le dernier endroit photographié. Jonah s'arrêta sur le parking en gravier, scrutant le bâtiment.
Il était presque identique à celui de la photo, une façade défraîchie, une enseigne lumineuse clignotante, le genre d'endroit qui s'adresse aux routiers et aux voyageurs de passage. Il coupa le moteur, serrant la photo dans sa main, sa famille assise dans un box, sa mère jetant un regard inquiet vers l'objectif. Mais maintenant, Jonah ne regardait plus seulement son visage, il regardait son père. Samuel Gray était assis à côté d'elle, la mâchoire crispée, les épaules raides. Jonah entra. Une odeur de café et de friture emplissait l'air. Quelques clients matinaux étaient assis dans des box, mangeant en silence. Derrière le comptoir, une femme d'une soixantaine d'années essuyait un plateau. Elle leva les yeux, son regard s'attardant sur lui une seconde de plus que d'habitude. Il s'approcha. « Excusez-moi, madame, travaillez-vous ici il y a 20 ans ?» La femme fronça légèrement les sourcils. « Ça dépend, pourquoi ?» Jonah posa la photo sur le comptoir et tapota du doigt l'image de sa famille. « C'est moi, ma famille, on s'est arrêté ici avant de disparaître. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle prit la photo et l'examina d'un air reconnaissant. « Zut, murmura-t-elle. Je me souviens. Je me souviens. » Jonah se pencha. « De quoi te souviens-tu » La femme expira et reposa délicatement la photo. « Ton père, il s'est disputé avec un type. Un type très sérieux. Costume sombre. Ils sont sortis et ont eu une dispute près du parking. » Le pouls de Jonah s'accéléra. « Tu es sûr que c'était mon père » Elle hocha la tête. « Oui. » C'était tendu. Il était bouleversé, vraiment énervé. L'autre, lui, était calme, comme s'il avait le dessus. L'estomac de Jonah se noua. Son père s'était disputé avec quelqu'un juste avant leur disparition. « Tu as entendu quelque chose » Elle secoua la tête. « Non, j'étais occupé à l'intérieur. Mais quand ton père est revenu, il avait l'air désemparé. Il a dit à ta mère qu'il devait partir. Je m'en souviens parfaitement. Il était pressé. » Jonah serra les dents. Son père était pressé de partir, ce qui signifiait qu'il avait compris que quelque chose n'allait pas. Puis la femme dit quelque chose qui le fit frissonner. « Il y avait un autre type aussi, » murmura-t-elle. « Il n'est pas entré, il est juste resté dehors, près de la fenêtre, à regarder. » Jonas retint son souffle. « Un autre homme ?» Elle hocha lentement la tête. « Ouais. » Sans un mot. Jamais entré, juste attendu. Son expression s'assombrit. « Et quand ta famille est partie, il est monté dans un SUV noir et m'a suivi. » Jonah sentit ses mains se resserrer autour de la photo. Le même SUV noir que celui de la station-service. Ce n'était pas un hasard. Son père s'était disputé avec quelqu'un, et un autre homme les observait, attendant qu'ils partent. Quelqu'un avait orchestré la scène. Jonas déglutit difficilement. « Merci, dit-il doucement. » La femme hocha la tête, mais parut mal à l'aise. « Fais attention, mon fils. Parfois, quand tu cherches des fantômes, ils reviennent. » Jonah ne répondit pas. Il se retourna et sortit, l'esprit en ébullition. Pendant 20 ans, la disparition de sa famille avait été qualifiée de mystère. Maintenant, cela commençait à ressembler à un coup monté, et il approchait enfin de la vérité. Jonah était assis dans sa voiture garée devant une petite maison de plain-pied, dans un quartier calme de Sacramento. L'endroit était modeste, peinture bleue délavée, porche affaissée, jardin envahi par la végétation. Un carillon éolien tintait paresseusement au vent. C'était là que l'inspecteur Owen Mason, enquêteur principal sur l'affaire familiale, avait choisi de prendre sa retraite. Jonah expira en serrant le volant. Mason avait été un détective respecté, connu pour sa rigueur. Mais l'affaire de la famille Gray avait été son plus grand échec. Lorsque la piste s'était évaporée, Mason avait pris une retraite anticipée ou par frustration, par culpabilité ou pour une autre raison, Jonah l'ignorait. Il sortit de la voiture et monta sur le porche, frappant fermement à la porte.
Un instant passa avant que des pas lourds se rapprochent, suivi du grincement de la porte moustiquaire qui s'ouvrait. Mason se tenait là, paraissant plus âgé que Jonah ne l'avait imaginé à la fin de la soixantaine, peut-être le début de la soixantaine. Il était grand, toujours large d'épaules, mais l'âge avait adouci sa silhouette. Sa barbe grise était inégale, et son regard perçant observait Jonah avec lassitude. « Si vous vendez quelque chose, cela ne m'intéresse pas », a déclaré Mason. Jonah sortit la photo de sa veste, celle de sa famille au restaurant, son père se disputant, sa mère inquiète. Il la brandit. « Je suis Jonah Gray. » Le visage de Mason se durcit. Il ne prit pas la photo, la fixa simplement un long moment. Aucun d'eux ne parla. Puis, avec un soupir las, Mason recula et lui fit signe d'entrer. L'intérieur de la maison de Mason était celui auquel Jonah s'attendait, encombré mais bien rangé. Des piles de vieux dossiers étaient posées sur un bureau en bois dans un coin, à côté d'une collection de coupures de journaux défraîchis épinglés sur un tableau en liège. Jonah scruta la pièce et remarqua quelque chose qui fit battre son cœur, parmi les articles affichés sur le tableau, une photo de ses parents. Mason n'avait pas oublié l'affaire. « Je pensais que tu viendrais me voir un jour », dit Mason en s'asseyant dans un fauteuil. « Tu as mis du temps », s'assit Jonah en face de lui, la mâchoire serrée. « Je croyais que la police avait tout fait pour retrouver ma famille. Il s'avère que beaucoup de choses ont été oubliées. » Mason lui lança un regard mesuré. « Comme quoi ?» Jonah a sorti son carnet et a tourné la page où il avait noté ses principales découvertes, le SUV noir à la station-service, mon père se disputant avec quelqu'un au restaurant, et maintenant je sais que ma mère avait peur de quelque chose avant qu'il ne disparaisse. Mason soupira en se frottant les tempes. Nous avons suivi toutes les pistes à l'époque. Mais certaines affaires n'ont pas de réponse claire. Jonah se pencha en avant. Ou alors, certaines affaires ne sont pas résolues correctement. Mason laissa échapper un petit rire sans humour. Tu es comme ton père, têtu comme un dingue. Jonah ignora cela. Tu as travaillé sur cette affaire pendant des années. Tu as dû trouver quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer. Le vieux détective se leva, se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir. Il en sortit une fine mallette. Il la jeta sur la table entre eux. Cela n'a jamais été mentionné dans les rapports officiels, a déclaré Mason. Jonah l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la transcription d'un appel au 911. Il parcourut le document, son pouce accélérant. Journal des appels. Amanda Gray. Heure, 19h43. Durée, 6 secondes. Transcription, aucun mot prononcé, ligne coupée. Sa bouche s'assécha. C'est ma mère qui a passé cet appel? Mason hocha la tête. Son téléphone indiqua une antenne relais près de l'autoroute, dans une zone reculée au cœur d'une réserve forestière. Jonah fixait le document. Un appel au 911 que sa mère avait utilisé pour obtenir de l'aide, pourquoi cette piste n'avait-elle abouti à rien? Parce que l'appel a duré 6 secondes, a expliqué Mason. Pas assez longtemps pour localiser précisément l'objet. Le temps que les autorités inspectent la zone, il n'y avait plus rien à trouver. Jonas secoua la tête, incrédule. Pas d'épave, pas de traces de pneus, rien. 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 Mason confirma. Jonah posa le dossier, le cœur battant. Je veux y aller. Mason haussa un sourcil. Ça fait 20 ans. L'endroit a été fouillé. La voix de Jonas était ferme. Pas par moi. L'inspecteur à la retraite expira, fixant le vieux dossier comme un fantôme. Puis, après un long silence, il hocha la tête. D'accord. La route menant à la réserve forestière était à peine entretenue, une étroite bande de gravier et de terre serpentait à travers une forêt dense. Jonas serrait fermement le volant tandis que sa voiture rebondissait sur les nids de poules. À côté de lui, l'inspecteur Owen Mason était assis en silence, scrutant du regard l'épais sous-bois. Il avait fallu plus d'1 heure pour arriver ici depuis Sacramento. La région était isolée,
intact, le genre d'endroit où personne ne tomberait par hasard. Ça y est, murmura Mason en jetant un coup d'œil au GPS. C'est le plus près qu'on puisse aller en voiture. Il faudra faire le reste du chemin à pied. Jonah se gara près d'une clairière et coupa le moteur. Le silence fut immédiat, pas de circulation, pas de bourdonnement de civilisation, juste le bruissement du vent dans les arbres. Il ouvrit la porte et sortit. La forêt était humide après une pluie récente, l'air chargé d'un parfum de terre et de pin. À quelle distance d'ici, demanda-t-il. À 800 mètres, vérifia Mason dans ses notes. On se dirige vers le nord-est. Jonas hocha la tête et ils commencèrent à marcher. Plus ils s'enfonçaient, plus la forêt devenait dense. Des arbres imposants formaient une voûte qui bloquait la majeure partie de la lumière. Jonas gardait les yeux rivés sur le sol, scrutant le sol à la recherche de quelque chose ou une parcelle de terre dérangée, un vieux panneau ou quelque chose qui n'avait rien à faire. Puis Mason s'arrêta brusquement. Attends. Il s'agenouilla près d'un monticule de terre au pied d'un arbre, enlevant feuilles et terre. Un objet métallique brillait dans la faible lumière. Jonas s'accroupit à côté de lui tandis que Mason retirait l'objet, une plaque d'immatriculation rouillée et tordue. Jonas retint son souffle. Il n'avait pas besoin de voir les chiffres pour savoir de quoi il s'agissait. Mason le retourna et essuya la saleté. Les caractères effacés étaient à peine lisibles, mais Jonas les distinguait encore. Californie CDVE 420. Jonas le fixait. Son esprit tournait. C'était la camionnette familiale. Depuis 20 ans, il n'y avait eu aucune trace, pas d'épave, pas de carcasse calcinée cachée dans un canyon. Maintenant, elle était là, enfouie dans les bois. Quelqu'un avait voulu la faire disparaître. Mason poussa un profond soupir. Ce n'est pas bon. Jonas le regarda. Tu crois? Mason secoua la tête. Ça veut dire que leur camionnette n'a pas simplement disparu. Quelqu'un l'a amenée ici et l'a enterrée. Quelqu'un a voulu la dissimuler. Le pouls de Jonas battait fort. Ils n'étaient pas seulement perdus, ils étaient enlevés. Et celui qui avait fait ça avait tenté d'effacer toute trace de leur existence. Ils continuèrent leurs recherches. La forêt semblait infinie, mais au bout d'un quart d'heure, ils tombèrent sur autre chose, une structure. Mason fut le premier à la repérer, une petite cabane de chasse, à peine visible à travers la végétation. Le bois était vieux et pourri, les fenêtres brisées. L'estomac de Jonas se serra. Si quelqu'un avait emmené sa famille, aurait-elle pu être retenue ici? Ils s'approchèrent prudemment. Mason dégaina un petit revolver de sa ceinture, une habitude héritée de ses années dans la police. Jonas atteignit la porte le premier. Elle était légèrement entr'ouverte, les gonds étaient rouillés. Il la poussa. L'intérieur était sombre, moisi et abandonné. Les meubles étaient couverts de poussière, mais la cabane ne semblait pas intacte. Jonas se dirigea vers le centre de la pièce, scrutant l'espace. Mason inspecta les coins, le regard perçant. Puis il se figea. Jonas, dit-il, la voix inhabituellement tendue. Jonas se retourna. Mason était accroupi près de la cheminée, en train d'enlever une couche de terre du parquet. Un petit objet métallique roula entre ses doigts. Le souffle de Jonas s'arrêta. Mason sortit un autre morceau, une douille de calibre .38. Ce ne sont pas des munitions de chasse, marmonna Mason. C'est du tir à courte portée. La peau de Jonas le picotait. Quelqu'un avait tiré ici. Son père possédait un revolver .38, mais il ne l'avait pas emporté avec lui. Quelqu'un d'autre l'avait-il apporté? Quelqu'un l'avait-il utilisé? Mason se leva et se retourna, scrutant les murs. Son regard se posa sur un morceau de tissu déchiré, accroché à un clou rouillé près de l'encadrement de la porte. Il était délavé mais distinct, d'un bleu doux avec un léger motif floral. La poitrine de Jonas se serra. Il s'avança et passa ses doigts dessus. Le tissu n'était qu'un morceau, arraché à quelque chose de plus grand, puis il comprit,
Lorraine portait une robe d'été bleue ce jour-là. Jonas sentit son corps se glacer. Sa sœur était passée par là. Et si elle était passée par là, alors tous les autres étaient passés par là aussi, mais pourquoi faire? Mason était déjà au téléphone, appelant ses contacts pour savoir s'il y avait d'anciennes affaires de personnes disparues liées à la région. Jonas l'entendit à peine, son esprit s'emballait. Puis son téléphone vibra. Jonas le sortit, s'attendant à un message d'un ami ou à un spam. Mais dès qu'il vit le numéro sans identifiant, son sang se glaça. Un seul texte, arrête de creuser. Jonas fixa l'écran. Puis un autre message apparut, rentrez chez vous avant de finir comme eux. Son estomac se retourna. Mason jeta un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Jonas lui tendit le téléphone. Le vieux détective lut les messages, puis serra les mâchoires. Eh bien, dit Mason, je suppose que ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Jonas expira en tremblant, s'efforçant de garder son calme. Le message n'était pas un avertissement, mais une menace. Celui qui l'avait envoyé n'avait pas peur d'être découvert, il avait peur de ce que Jonas pourrait découvrir ensuite. Le trajet de retour vers Sacramento fut tendu. Les deux hommes étaient perdus dans leurs pensées. La découverte de la plaque d'immatriculation, des douilles et du tissu déchiré avait dissipé tous les doutes qui subsistaient, la famille de Jonas avait été enlevée. Jonas était assis sur le siège passager, parcourant les pages de son téléphone et relisant les messages anonymes. Quelqu'un l'observait, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait. Mason s'éclaircit la gorge, brisant le silence. Il faut retrouver ce SUV noir. Jonas hocha la tête. Le pompiste avait mentionné l'avoir vu observer sa famille, et le propriétaire du restaurant l'avait confirmé. Ce SUV était le lien commun entre les derniers instants connus de ses parents et l'inconnu. Mason se gara sur un petit parking près d'un bureau des archives gouvernementales. Il gara la voiture et expira. Avec un peu de chance, les archives du DMV pourraient encore contenir quelque chose. Jonas fronça les sourcils. Après 20 ans? Mason eut un sourire narquois. Certains disques ne disparaissent pas comme ça, gamin. À l'intérieur, Mason a utilisé un vieux badge et une persuasion bien rodée pour accéder aux archives des véhicules. Ils ont passé le système au crible, à la recherche de SUV noirs immatriculés à proximité au moment de la disparition. Au bout de 20 minutes, Mason s'immobilisa soudain. Tiens, murmura-t-il. Jonas se pencha. Sur l'écran, il y avait un Chevrolet Suburban noir, immatriculé en 2003 au nom de Frank Wilson. Le cœur de Jonas battait fort. Qui est-il? Mason consulta son dossier. Habite à Modesto. Aucun mandat d'arrêt en cours à l'époque, rien de grave sur le papier. Jonas sortit son carnet et feuilleta la chronologie du voyage de sa famille. Modesto, c'est sur la même route que nous. La mâchoire de Mason se serra. Voyons voir ce que Frank Wilson a fait depuis. Ils ont effectué une vérification des antécédents et, presque immédiatement, l'écran s'est rempli de dossiers récents, liens avec la contrebande, l'extorsion, le blanchiment d'argent et le crime organisé. Mason se renversa dans son fauteuil. Il est passé d'un inconnu à un acteur important des opérations clandestines. Jonas fronça les sourcils. Mais pourquoi un type comme ça surveillerait-il ma famille? Mason tambourina des doigts sur le bureau. C'est ce qu'il faut savoir. L'esprit de Jonas s'emballa. Il avait passé des années à croire que sa famille s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Mais si Wilson était impliqué, ce n'était pas un hasard, c'était une affaire ciblée. Sa famille avait été choisie. Jonas hésita, puis posa la question qui le rongeait depuis qu'il avait vu le visage de son père sur la photo du restaurant. Et si mon père avait quelque chose à voir avec ça? Mason lui jeta un coup d'œil. Que veux-tu dire? Jonas sortit ses notes sur le parcours professionnel de son père. Il travaillait pour une grande société financière. Il n'était pas seulement comptable, il avait accès à des documents sensibles, des comptes clients, des fonds offshore. Le visage de Mason s'assombrit.
Une entreprise comme celle-là serait parfaite pour blanchir de l'argent. Jonah déglutit. Et si mon père découvrait quelque chose, s'il savait quelque chose qu'il n'était pas censé savoir? Mason hocha la tête d'un air sombre. Alors ce n'était pas juste un vol de voiture ou un enlèvement. C'était un meurtre. Cette prise de conscience frappa Jonah comme un coup de poing dans le ventre. Son père n'était pas seulement une victime, il était peut-être la cause de leur enlèvement. Jonah ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être observé. Après avoir quitté le bureau des archives, ils se séparèrent, Mason se rendit dans sa chambre de motel, à la sortie de la ville, pour enquêter plus en profondeur sur Wilson. Il attrapa son sac et sortit. L'air était froid et immobile. Puis, dans un coin de sa vision, il la vit, une berline sombre garée 2 places plus loin. Elle n'était pas là quand il était parti plus tôt. Les vitres étaient teintées, le moteur tournait toujours. Jonah se figea. Il se retourna, faisant semblant de ne rien remarquer, et se dirigea vers l'entrée du motel. Mais en atteignant la porte, il aperçut un mouvement. Le chauffeur le regardait. Son pouce accéléra. Gardant son calme, il sortit son téléphone et prit une photo rapide de la plaque d'immatriculation. Puis, sans hésiter, il entra dans le motel et se dirigea droit vers sa chambre. Il verrouilla la porte, le cœur battant la chamade. Quelqu'un le suivait. 1 minute plus tard, son téléphone vibra avec un nouveau message. Pas d'appel ni d'identification, tu aurais dû arrêter de creuser. Jonah expira brusquement, les poings serrés. Ce n'était plus juste une affaire classée, c'était toujours d'actualité, et celui qui était derrière la disparition de sa famille était toujours là, à observer, à attendre. Jonah était assis dans le coin faiblement éclairé d'un café, son ordinateur portable ouvert devant lui. Il parcourut d'anciens dossiers d'entreprise, des articles de presse et des documents juridiques liés à l'ancien employeur de son père, Eldridge Financial Group. Mason avait raison, l'entreprise était corrompue. Sous des couches de jargon d'entreprise se cachaient des signes de manipulation financière, des comptes offshore inexpliqués, des virements massifs vers des sociétés écrans et des divergences dans les déclarations fiscales. Jonah n'était pas expert comptable judiciaire, mais il n'avait pas à l'être. Il était clair que de l'argent était blanchi par l'intermédiaire d'Eldridge, et son père le savait. Une partie de Jonah gardait encore l'espoir que son père n'était qu'un dommage collatéral, que sa famille s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, mais cette théorie s'effondrait rapidement. Jonah a retrouvé les emails de son père, enregistrés sur un vieux disque dur que ses grands-parents lui avaient donné des années auparavant. La plupart étaient des communications professionnelles standards jusqu'à ce qu'il trouve un dossier intitulé « Personnel ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de messages beaucoup anonymes, certains de vagues avertissements, d'autres de menaces directes. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard, ta famille n'est pas en sécurité. Son père avait reçu des menaces pendant des semaines avant le voyage. Jonah s'expira brusquement. Ses parents n'étaient pas partis en vacances, ils avaient couru. Il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir plus de réponses, parler à quelqu'un qui avait travaillé avec son père. Mason avait retrouvé d'anciens contacts de l'époque où il était détective et avait trouvé une piste, Robert Claymore, un ancien associé du groupe financier Eldridge. Contrairement à la plupart des dirigeants, Claymore n'avait pas disparu dans l'ombre, il avait pris sa retraite discrètement des années auparavant. Jonah se rendit en voiture chez Claymore, une propriété chère mais sans prétention dans une résidence fermée, juste à l'extérieur de la ville. Il se gara, prit une grande inspiration et frappa à la porte. Après une longue pause, elle s'ouvrit. Claymore avait la soixantaine, était soigné, avait des cheveux grisonnants et un regard perçant qui observait Jonah avec lassitude. « Puis-je vous aider ?» demanda Claymore. Jonah a sorti une photo de son père. « J'ai besoin de te parler de Samuel Gray. » L'expression de Claymore changea à peine, mais Jonah remarqua un changement subtil, reconnaissance, inconfort. « Je ne sais pas ce que tu penses que je peux te dire, » dit Claymore, se déplaçant déjà pour fermer la porte. Jonas mit son pied dans l'embrasure de la porte. « C'était ton ami, n'est-ce pas ?» Claymore hésita, puis soupira. « C'était il y a longtemps.
Alors dis-moi la vérité. Je sais que mon père a découvert ce qui se passait à Eldridge. Il allait les dénoncer, n'est-ce pas? Claymore ne répondit pas tout de suite. Il se frotta le visage d'une main, jetant un coup d'œil à la rue vide derrière Jonah avant de finalement reculer. Entrez. Jonah le suivit dans un salon minimaliste, décoré avec parcimonie, à l'exception d'une armoire à whisky et d'une seule photo encadrée d'un jeune Claymore et du père de Jonah lors d'un événement d'entreprise. Claymore se versa un verre mais n'en offrit pas à Jonah. Il but une gorgée, puis parla. Ton père était intelligent. Trop intelligent. Il fouillait dans des affaires qu'il n'était pas censé voir, admit Claymore. J'ai trouvé des preuves que de l'argent était détourné vers des organisations criminelles, trafic de drogue, trafic d'armes. Il allait tout faire exploser. La poitrine de Jonas se serra. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Claymore croisa son regard. Parce qu'il a commencé à recevoir des menaces. Des vraies, celles qui vous font repenser à votre prochain coup, soupira-t-il. Samuel ne se contentait pas d'enquêter sur une fraude, il dénonçait les auteurs. Et ces gens-là ne laissent pas faire. Jonas déglutit difficilement. Alors il a couru? Claymore hocha la tête. Il m'a dit qu'il quittait la ville pour un moment. Il a dit que c'était juste une précaution. Mais je savais qu'il ne prenait pas seulement des vacances, il essayait de disparaître. Jonas est assis, le pouls battant. Son père savait que leur vie était en danger et quelqu'un avait fait en sorte qu'ils ne s'en sortent jamais. Jonah était encore en train de traiter les paroles de Claymore lorsque Mason l'appela. J'ai quelque chose. Retrouve-moi à la vieille jetée dans 20 minutes. L'urgence dans la voix de Mason envoya une décharge d'adrénaline dans le corps de Jonah. Il ne posa pas de questions, il conduisit simplement. Lorsqu'il arriva, Mason se tenait près de l'eau et parlait à un homme qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Jonah le reconnut instantanément, Victor Navarro, un ancien tueur à gages, l'ancien homme de main du syndicat du crime avant qu'il ne disparaisse de la scène. Jonas s'approcha prudemment. Tu sais quelque chose sur ma famille? Navarro tira lentement sur sa cigarette, expirant avant de parler. Tu es le fils de Samuel. Jonas serra les poings. Ouais. Navarro l'a étudié. Ton vieux a énervé les mauvaises personnes. Jonah ne sia pas, je m'en doutais. Mais pourquoi emmener toute ma famille? Navarro s'est moqué. Parce que ton père avait un pouvoir de persuasion, des preuves qui pouvaient faire tomber ceux qui n'aiment pas être exposés. Ce n'était pas un simple filon, c'était une bombe à retardement. L'estomac de Jonas se retourna. Alors ils l'ont tué? Navarro hésita, puis dit quelque chose qui figea Jonas sur place. Ils étaient censés le faire. Le souffle de Jonas s'arrêta. Que veux-tu dire? Navarro expira. Le travail consistait à éliminer toute la famille. Pas de témoins, pas de détails. Le monde de Jonas s'est effondré sous lui. Il avait cru sa famille morte, qu'elle avait été assassinée, enterrée dans une tombe anonyme. Mais maintenant, tout cela a changé. Navarro continua, la voix plus basse, tout le monde n'a pas été tué cette nuit-là. La gorge de Jonas se serra. Qui? Navarro jeta sa cigarette dans l'eau, puis regarda Jonah droit dans les yeux. Ta mère et tes sœurs sont peut-être encore en vie. Jonah avait l'impression que le monde s'était effondré sous lui. Vivant. Pendant 20 ans, il avait cru qu'ils étaient partis, mais maintenant, ceux-ci. Son souffle se coupa. Où les ont-ils emmenés? Navarro hésita. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils étaient détenus dans un complexe du Montana, une maison sécurisée du syndicat. Jonah lança un regard à Mason. Le détective à la retraite était resté silencieux, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Finalement, Mason prit la parole. Si cet endroit est vide maintenant, cela signifie de deux choses l'une, soit ils sont partis, soit quelqu'un les cache encore. Jonah n'a pas hésité. Je vais au Montana. Il a à peine parcouru 3 pâtés de maison avant de se rendre compte qu'ils étaient suivis,
la berline sombre de tout à l'heure, les suivant à distance. Mason l'a également remarqué. Ils sont sur nous. Jonah serra les dents. Voyons voir à quel point ils veulent ça. Il prit un virage inattendu, fonçant dans une ruelle derrière un centre commercial. La berline suivit. Puis, des coups de feu. Le pare-brise arrière a explosé, le verre s'est brisé tandis que les balles traversaient le coffre. Bouge, aboya Mason en sortant son revolver de son manteau. Jonah a tiré sur le volant, en voyant la voiture déraper dans un virage. Il a foncé sur la rampe d'autoroute, se faufilant à travers la circulation. La berline a continué d'arriver. Mason a baissé sa vitre et a tiré 2 coups de feu, le second a touché le pneu avant de la berline. Le véhicule a quitté la route et a percuté la glissière de sécurité. Jonas ne s'est pas arrêté. Ils avaient reçu un avertissement. Le syndicat ne se contentait plus de regarder, il était prêt à tuer. Lorsqu'ils atteignirent le Montana, la tension était étouffante. Le complexe était situé au fond des bois, isolé et oublié. Les bâtiments semblaient abandonnés, du moins c'est ce qu'il semblait. Jonah se gara à un quart de mile de là et observa la zone avec des jumelles. La structure principale était une grande maison usée par les intempéries avec une dépendance plus petite à proximité. Les clôtures étaient rouillées, envahies par les mauvaises herbes. Mason fronça les sourcils. Ça a l'air vide. Trop vide. La prise de Jonah sur sa lampe torche se resserra. Si ma mère et mes sœurs étaient là, il y aurait peut-être encore quelque chose à l'intérieur. Ils avancèrent prudemment, s'approchant depuis la lisière des arbres. Chaque pas semblait plus lourd, le poids de 20 ans de questions pesant sur la poitrine de Jonah. Il atteignit la porte d'entrée en premier, elle était légèrement entr'ouverte. Il la poussa. L'intérieur était froid et étrangement silencieux. Le salon avait été saccagé, vieux papiers et meubles renversés, signe de lutte. Puis, dans un coin, les yeux de Jonah se posèrent sur quelque chose, un lit de camp, vieux mais toujours intact, avec une couverture bleue délavée drapée dessus. Le souffle de Jonah se coupa. C'était la même nuance de bleu que sa mère avait l'habitude de garder dans leur maison. Il s'avança, mais avant qu'il puisse réagir, quelque chose le frappa par derrière. Le monde tourna, sa vision se brouilla et il s'effondra sur le sol. Tout devint sombre. Wilson soupira en secouant la tête. Tu ressembles beaucoup à ton père, même attitude, même besoin agaçant de faire ce qui est juste. Jonas ne sourcilla pas, alors tu sais déjà comment ça va finir. Wilson rit doucement. Oh, je sais exactement comment ça finit. Il marchait derrière Jonah, tournant en rond comme un prédateur. Ton père pensait pouvoir jouer les héros, affronter quelque chose de bien plus grand que lui. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? Il se pencha vers lui, baissant la voix. Une balle dans la tête. La mâchoire de Jonah se crispa, mais il ne broncha pas. Il refusait de donner cette satisfaction à Wilson. Wilson revint devant lui, les bras croisés. Ta mère et tes sœurs, c'est une autre histoire. La poitrine de Jonah se serra. Il gardait une expression neutre, mais son cœur battait fort. Wilson haussa les épaules. Pour être honnête, le plan n'était pas de les tuer. Pas au départ. Son sourire narquois s'estompa légèrement. Voyez, il y a d'autres moyens de faire disparaître quelqu'un. L'estomac de Jonas se noua. Il savait déjà où cela allait mener. Wilson l'a confirmé. De toute façon, ta mère et tes sœurs allaient être vendues. Le sang de Jonas se glaça. Wilson soupira. C'est un métier lucratif. Les femmes et les enfants sont toujours très recherchés. Il haussa les épaules. Mais ta mère, elle ne t'a pas facilité la tâche. Les mains de Jonah tremblaient contre les liens. Son esprit lui hurlait de se libérer, d'agir. Que lui est-il arrivé? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Le sourire narquois de Wilson disparut. Il se pencha, posant les mains sur les accoudoirs du fauteuil de Jonah, d'une voix d'un calme glacial. Elle a riposté.
il inclina la tête. Et on sait tous comment ça finit. Le monde de Jonah s'arrêta net. Non, pas elle. Pas après tout ça. La rage qui explosa en lui était incomparable à tout ce qu'il avait jamais ressenti. Sa vision se brouilla de fureur, son corps tout entier se tendit tandis qu'il se débattait contre les cordes. Wilson sourit simplement. Tu crois me faire peur? Tu n'es qu'un détail. Et tu sais ce que je fais avec les détails. Il fouilla dans sa veste et en sortit un couteau. Le pouls de Jonah s'accéléra. Wilson fit tournoyer la lame paresseusement, observant la réaction de Jonah. Je vais te rendre un service. Je vais faire vite. Jonas se prépara. Si ça se terminait ainsi, il finirait par se battre. Mais soudain, l'explosion. Une détonation secoua le complexe, faisant trembler les murs. L'unique ampoule suspendue au plafond vacilla tandis que Wilson tournait la tête vers le bruit. Coup de feu. Hurlements. Chaos. Le cœur de Jonah bondit. La porte s'ouvrit brusquement et Mason entra en trombe, arme au poing. Lâche-toi, Wilson. Wilson se retourna, levant son couteau, mais avant qu'il puisse réagir, un coup de feu retentit, l'atteignant à l'épaule. Wilson recula en titubant, jurant et se tenant le bras. Jonah sentit des mains sur ses poignets, dénouant les cordes. Ça va, gamin? La voix de Mason était pressante. Jonah ne répondit pas. Dès qu'il fut libre, il se jeta sur lui. Wilson eut à peine le temps de se reprendre que Jonah le percuta, les envoyant tous deux s'écraser au sol. Wilson se débattit, mais Jonah était animé par une force bien plus profonde que l'adrénaline. Il attrapa Wilson par le col et lui enfonça son poing dans le visage une fois, 2 fois, 3 fois. Wilson toussa, du sang coulant de sa bouche. Tu crois? S'étrangla-t-il en crachant du sang, que ça change quelque chose? Jonah attrapa le couteau de Wilson et le pressa contre sa gorge. Le sourire narquois de Wilson s'évanouit. Les mains de Jonah tremblaient, la rage intérieure se transformant en ouragan, violente et implacable. Après tout ce que Wilson avait fait, après ce qu'il lui avait pris, il ne méritait pas de sortir d'ici vivant. Un geste rapide et ce serait fini. La voix de Mason trancha la tempête. Jonas, Jonas. Jonah ne bougea pas. Le couteau était toujours appuyé contre la peau de Wilson. Mason s'avança. Ce n'est pas justice. La respiration de Jonah était saccadée, son esprit lui hurlait d'arrêter. Mais Mason avait raison. Jonah ferma les yeux, se forçant à lâcher prise. Il lâcha le couteau et recula. Wilson rit un petit rire amer. C'est ton erreur, gamin. Mason n'hésita pas. Il enfonça la crosse de son arme dans la tête de Wilson, le faisant perdre connaissance. Jonah expira, les mains encore tremblantes. Wilson était vivant. Il croupirait en prison. Mais ce n'était pas fini. Mason s'approcha de lui. On l'a eu, dit-il. Mais je sais que ce n'est pas à ça que tu penses. Jonah fixait la silhouette immobile de Wilson. Sa mère était partie, mais il restait 2 personnes dehors, Lorraine et Tiffany. Jonah regarda Mason d'une voix ferme. Je vais les retrouver. Mason n'a pas essayé de l'arrêter, car ils savaient tous les deux que ce n'était pas la fin. 2 jours après le raid, Jonah était assis dans un bureau aseptisé du FBI à Sacramento. Les mains jointes. Face à lui, une équipe d'agents fédéraux étudiait des documents, des rapports de scènes de crime et les aveux enregistrés de Wilson. La pièce vibrait d'urgence. Il ne s'agissait plus d'une simple affaire classée. L'arrestation de Wilson avait démantelé tout un réseau de traite d'êtres humains, qui existait dans l'ombre depuis des décennies. Grâce à ces aveux, le FBI disposait désormais de noms, de lieux et de documents financiers reliant des individus puissants à l'organisation. Jonah se pencha tandis que l'agent Harper, l'enquêteur principal, feuilletait un dossier. Nous avons identifié plusieurs refuges utilisés par le syndicat, dit Harper en levant les yeux.
Nous pensons que ce réseau s'étend sur plusieurs États et frontières internationales. La voix de Jonas était ferme et posée. Et mes sœurs? Harper hésita, l'air crispé. On continue de fouiller les dossiers, mais on va découvrir où ils ont été emmenés. Jonas hocha la tête, la mâchoire serrée. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Un coup frappé à la porte les interrompit. Un deuxième agent entra et tendit un dossier à Harper. On a trouvé autre chose, dit-il. Le pouls de Jonas s'accéléra. Harper ouvrit le dossier et en sortit une photo de la scène de crime, une tombe peu profonde derrière le complexe du Montana. L'estomac de Jonas se pétrifia. La voix de Harper était mesurée mais solennelle. Les restes que nous avons trouvés appartiennent à Amanda Gray. Jonas se souvenait à peine d'avoir quitté le bureau du FBI. L'instant d'après, il se tenait près de la scène de crime du Montana, fixant l'endroit où sa mère avait été enterrée et oubliée. Une part de lui avait encore espéré que Navarro avait eu tort, qu'elle avait survécu. Mais maintenant, il ne pouvait plus le nier. Elle était morte en tentant de s'échapper. Mason se tenait à côté de lui, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Après un long silence, il dit, « Elle n'a pas été facile à digérer. » Jonas expira brusquement. Elle ne le ferait jamais. L'équipe médico-légale avait reconstitué les faits, Amanda avait été retenue au camp pendant des mois après le meurtre de Samuel, mais elle n'avait jamais cessé de se battre. Lorsque le syndicat l'avait déplacée, elle avait tenté de s'enfuir, et ils avaient mis fin à leur combat sur le champ. Jonas serra les poings. Sa mère était morte seule, enterrée comme si elle n'avait aucune importance. Mais elle comptait. Elle s'était battue jusqu'au bout, et maintenant il allait terminer ce qu'elle avait commencé. Jonas était de retour à Sacramento, assis à la table de la cuisine de Mason, les yeux rivés sur la pile de documents et de vieilles photos étalées devant lui. Son esprit avait à peine assimilé la mort de sa mère. Ses pensées s'étaient déjà tournées vers Lorraine et Tiffany. Elles étaient là, quelque part. Mason s'assit en face de lui, sirotant son café. « Tu devrais te reposer, dit-il. Jonas secoua la tête. Pas avant de les avoir trouvés. Avant que Mason puisse protester, le téléphone de Jonas sonna. Le numéro était inconnu. Jonas répondit immédiatement. « Allô ?» Une voix de femme retentit au bout du fil. « Est-ce Jonas Gray ?» Il serra plus fort le téléphone. « Qui est-ce ?» Ici l'inspectrice Sarah Lane, de la police de Toronto. Nous aidons le FBI à retrouver des personnes liées à l'affaire Wilson. Elle hésita, puis dit, « Nous pensons avoir retrouvé votre sœur. » Le corps de Jonas était entièrement bloqué. Sa voix était rauque. « Lequel ?» Il y eut un silence. Lorraine. L'air lui échappa brusquement. Jonas ne se souvenait ni du vol ni du trajet en taxi. Il se souvenait seulement d'être resté devant une planque de Toronto, les mains tremblantes alors qu'il attrapait la poignée de la porte. À l'intérieur, une assistante sociale parlait doucement à une femme assise dans un coin. Elle tournait le dos à Jonas, mais il savait. Il savait. La femme se retourna et, pour la première fois depuis 20 ans, Jonas vit sa sœur Lorraine. Son souffle s'accéléra. Elle était plus âgée, la trentaine maintenant, mais ses yeux étaient les mêmes, ceux de sa mère. Elle le fixa, le choc illuminant son visage. Jonas, sa gorge se serra. Il hocha la tête. Puis elle courut vers lui, le serrant dans ses bras et sanglotant contre son épaule. Il la serra fort, ses propres émotions le submergeant comme une vague. Elle était vivante. Elle était là après tout ce temps. Jonas se recula juste assez pour la regarder. « Où est Tiffany ?» Le visage de Lorraine s'assombrit, ses lèvres tremblantes. « Je ne sais pas. » Jonas déglutit difficilement. Il avait retrouvé un morceau de sa famille, mais sa quête ne s'arrêtait pas là, pas avant qu'il ne retrouve Tiffany. 2 jours plus tard, Jonas était assis dans le même bureau du FBI où tout avait commencé. Cette fois, il n'était pas seul. Lorraine était assise à côté de lui,
une tasse de café à la main. Elle était encore en train de digérer tout, l'enquête, les arrestations, le fait que Jonah ait passé sa vie à les chercher. De l'autre côté de la table, l'agent Harper parlait. Avec l'effondrement du réseau de Wilson, nous avons de nouvelles pistes toutes les heures. Mais retrouver Tiffany. Il expira. Ça va prendre du temps. Jonah hocha la tête. Alors je ne m'arrêterai pas. Lorraine le regarda, les yeux vitreux mais pleins de détermination. Moi non plus. Harper les regarda longuement, puis dit, on vous tiendra au courant. Promis. En sortant, Jonah prit une grande inspiration et leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis 20 ans, le poids sur sa poitrine lui semblait plus léger. Il avait perdu ses parents, mais il avait retrouvé sa sœur et il retrouverait Tiffany d'une manière ou d'une autre. Lorraine lui serra le bras. On va la retrouver, Jonah. Jonah s'expira et hocha la tête. Oui. On le fera. Et tandis qu'il s'éloignait, il savait que la recherche n'était pas terminée, mais cette fois, il ne cherchait pas seul. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous pour en savoir plus.